Madame, Monsieur, bonsoir. Première grande rencontre de la coalition pour le Sahel. La plateforme regroupe les pays du G5 et leurs partenaires. Au menu, la grosse question qui préoccupe, la situation sécuritaire dans un contexte de coronavirus. Il faut agir vite et c'est l'objectif des actions concertées qui se profilent. Actualité à suivre en début d'édition. Des travaux réalisés à 95%. La route Didi-Tougan prend forme dans un meilleur aspect. 84 km entamés depuis 2016, c'est donc un ouf de soulagement pour les populations qui reçoivent enfin leur bitume. Constat terrain à travers la visite du ministre des Infrastructures dans une poignée de minutes. Ça grogne à Tiefora dans les Cascades, le CSPS fermé depuis des mois pour cause de menaces reçues par les agents de santé. La population mécontente est descendue dans les rues ce matin. Constat sur place avec notre équipe. Agri-Voucher ou le nouveau mécanisme de distribution des intrants subventionnés par l'État burkinabé, ils sont désormais disponibles dans la boucle du Mouhoun. 4300 tonnes d'engrais, 1900 tonnes de semences pour 54 000 ménages. Le mécanisme de distribution expliqué dans les détails dans le dossier du jour. Et ce sont là les titres de votre 20h. Madame, Monsieur, bonsoir. C'est avec l'actualité à Kosiam que nous démarrons cette édition des adieux après 4 années passées au Burkina et le cœur chargé de gratitude et de souvenirs merveilleux. C'est ce qui a conduit la représentante résidente de l'UNICEF à la présidence ce matin, accompagnée de la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies. Le docteur Anne Vincent a tenu à saluer la franche relation de travail qui a existé entre le gouvernement burkinabé et les deux institutions. Nous l'écoutons à sa sortie d'audience. Je pense que dire au revoir au premier des Burkinabés, c'est un au revoir à un pays où j'ai travaillé avec beaucoup de bonheur, beaucoup de défis bien sûr, beaucoup de défis liés aux circonstances que traverse ce pays, beaucoup de défis parce que quand on travaille pour les enfants et les femmes, il faut toujours faire le mieux et vraiment les aider à traverser certaines épreuves de la vie, qu'elles soient des épreuves de santé, d'éducation, etc., etc. Il a fallu se battre par moments pour vraiment arriver à ce que les programmes prennent forme, mais d'une façon générale, je dois dire que ça a été une mission formidable, une mission qui va rester vraiment très très profondément en moi. J'ai beaucoup appris de la résilience des populations, de leur simplicité, de leur gentillesse. Je crois qu'on a fait notre part et je serai remplacée par une autre dame qui va faire aussi sa part et c'est comme ça, on construit. D'une mission à l'autre, on construit et en espérant que nous accompagnons le pays vers ses objectifs quant au développement durable, quant à la paix, quant à avoir une population sereine, heureuse, qui vit vraiment dans la paix. Une situation de plus en plus préoccupante pour le Sahel. Les attaques terroristes dans un espace également en proie à la maladie à coronavirus. Mettre fin à ce cycle infernal passe par des actions concertées entre pays victimes, mais aussi avec les partenaires au développement. Et c'est dans cette optique que les ministres des Affaires étrangères des pays du G5 et leurs partenaires, une quarantaine au total, se sont réunis par visioconférence pour discuter de la question. C'est à la faveur de la première grande rencontre de la coalition pour le Sahel. Détail avec Moussa Ouedraogo et Ernest Kambiri. Au Sahel, la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour et la violence s'étend. Loin d'être une menace locale et propre aux pays déjà touchés, les assauts des groupes terroristes préoccupent la communauté internationale déjà à genoux face à la maladie à coronavirus. Les enjeux sont énormes, les défis aussi. Il faut agir et vite. Les pays du G5 Sahel et leurs partenaires sont autour de la table à la faveur de la première conférence internationale de la coalition pour le Sahel. Une plateforme multilatérale et géostratégique pour apporter une réponse rapide et concertée aux défis du moment dans l'espace sahélien. Le monde entier
s'est mobilisé cet après-midi pour cette conférence et c'est la preuve donc que la coalition est une idée qui a bien pris au niveau du monde entier et donc notre appel ayant été entendu, il faut que nous passions donc à des phases beaucoup plus concrètes. Tout en exprimant sa solidarité au peuple ivoirien suite à la dernière attaque terroriste à la frontière avec le Burkina, le chef de la diplomatie burkinabé réaffirme la nécessité d'agir ensemble. Agir ensemble, mais dans le respect des valeurs d'exemplarité en matière de droits de l'homme. Tolérance zéro, dira le ministre français des Affaires étrangères qui a coprésidé cette rencontre de haut niveau en pleine pandémie à coronavirus. Il est vrai que la pandémie occupe beaucoup tous les gouvernements, occupe beaucoup tous les partenaires, occupe beaucoup tous les esprits, mais nous appelons donc à ne pas oublier que le Sahel vit le terrorisme et ce qui vient de se passer en Côte d'Ivoire vient nous rappeler cela et nous avons besoin donc d'un partenariat plus fort et nous l'avons rappelé aujourd'hui afin qu'on ait surtout des résultats probants. Parce que c'est ça aussi qui va faire la crédibilité de notre partenariat et c'est ça aussi qui va faire la crédibilité de cette coalition. Plus de temps à perdre, surtout pas pour les tergiversations alors que l'ennemi se renforce et avance. C'est du reste ce que l'on peut retenir de cette première grande rencontre de la coalition pour le Sahel. La RN 21 fait peau neuve. Le mauvais état de la voie ne sera bientôt qu'un mauvais souvenir. Un ouvrage qui est certes l'un des plus anciens du Burkina, mais qui aujourd'hui est à un taux d'exécution de 95%. Longue de 84 km, la route Didir-Tomatougan a reçu la visite ce 11 juin du ministre des Infrastructures. Était également du constat Bernard Koumbelem et Caroline Ouari. 95% de taux de réalisation sur l'ensemble du tronçon Didir-Tomatougan. Le ministre des Infrastructures parlera même de fêtes historiques tant les travaux de bitumage de la voie du désenclavement du Grenier du Burkina sont attendus. Premièrement, c'est une nouvelle victoire contre l'enclavement que nous sommes en train de remporter dans cette région de la boucle du Mouhoun. Une victoire supplémentaire. Parce que vous avez constaté avec nous, vous avez constaté aussi avec le chef de Toma et les populations de Toma que le goudron est entré dans Toma. Le goudron est entré dans Toma, c'est historique, malgré les nombreuses difficultés que ce projet a traversées. Même si l'ouvrage n'est pas encore remis, les entrepreneurs y travaillant semblent avoir vaincu le signe indien des multiples reports de livraison. Une situation qui fait espérer le chef du département ministériel en charge du chantier quant à la fin des travaux d'ici à un délai raisonnable. Je voudrais saluer les efforts de l'ensemble des entreprises que nous avons vues aujourd'hui. L'entreprise CSE, la compagnie sahélienne des entreprises, qui s'occupe du lot Didir Thomas, qui a connu des difficultés, qui est en train de les surmonter. Nous saluons leur résilience et leur courage. Nous saluons aussi l'entreprise Umaru Kanazoué, qui s'occupe du tronçon Thomas-Tougan. En rappel, les travaux de bitumage du tronçon Didir-Tomatougan ont été lancés en décembre 2016. Bien plus que la facilitation d'un trafic routier, le tronçon ouvre l'accès à la production agricole de la région de la boucle du Mouhoun, réputée pour la générosité de sa production sylvo-agricole. Dans l'actualité également, l'enrôlement biométrique qui pose ses valises depuis le 7 juin dernier dans la zone 2. Elle concerne les provinces du BAM, du Kourouéro, du Lorum, de l'Oubritenga, du Passoré et du Zandoman. Et pour encourager les populations, ce sont les leaders coutumiers qui donnent l'exemple, comme c'est le cas à Manéga ce 11 juin. Le témoignage de Siedi Laguignenne et Sekou Zongo. Le septuagénaire, chef de Manéga, s'acquitte ici d'un de ses droits citoyens. Maître Titenga Frédéric Passeré se fait ainsi enrôler sur la liste électorale pour les échéances à venir.
Un acte qui revêt d'une importance capitale pour celui qui se dit être aux premières heures de la loi fondamentale burkinabé. Si on est citoyen d'un pays, on doit participer à sa propre définition du pays, participer à tous les actes citoyens. Je trouve que participer aux élections, et pour moi, c'est plus qu'un devoir. Mieux, Maître Titenga Frédéric Passere se prononce sur le débat qui tend à faire croire que la situation sécuritaire du Burkina Faso commande le report des élections. Pour lui, la constitution burkinabé est sacrée et il ne faudra pas tomber dans le piège du vide juridique. Ne pas aller aux élections, c'est ouvrir la boîte de Pandore. Parce que, outre le débat, le vote, on va ajouter une autre voie pour accéder au pouvoir, c'est de créer des poches d'opposition et de résistance, même minimes, et s'opposer aux modifications. Nous allons ouvrir la boîte de Pandore. Il faut, à l'échéance fixée par la Constitution, respecter. Sinon, cela signifie que ce pays va en éternel recommencement, en éternelle remise en question de lui-même, et c'est du bricolage. L'enrôlement biométrique sur les listes électorales est dans sa phase 2. Une phase qui concerne 6 provinces. Le chef de Manéga appelle à un enrôlement massif des populations. Nous sommes à vendredi et comme il est de coutume, le coordonnateur du comité sectoriel santé de la riposte au Covid-19 était face à la presse. Au menu, de bonnes nouvelles avec une maladie en nette régression. 2 cas seulement pour cette semaine, 0 décès depuis 4 semaines et plusieurs guérisons notifiées. La situation à la date de ce 11 juin fait cas de 40 personnes encore sous traitement. De bonnes nouvelles certes, mais qui ne sauraient justifier un relâchement dans la vigilance. Compte rendu avec Jean-Eudes Bayala et Maxime Zongo. À cette conférence de presse hebdomadaire, le coordonnateur du comité sectoriel santé de la riposte au Covid-19 a d'emblée fait le point de la situation à la date du 11 juin 2020. Un bilan où tous les indicateurs sont au vert. La date donc du 11, nous avons analysé 105 échantillons répartis donc en 5 tests pour les personnes contacts, 41 tests de santé, 33 tests de voyageurs, 8 tests de cas suspects et 18 tests de contrôle. Donc le nombre de cas confirmés à ce jour est de 0. Nous avons 0 cas enregistrés. Et le nombre de guérisons, nous avons 8 guérisons, ce qui porte donc à 799 le total des guérisons. Nous n'avons pas noté donc des décès, et le total des décès est de 53. Et le nombre de cas actifs actuellement, c'est-à-dire le nombre de cas qui sont suivis, est de 40. Depuis la date du 9 mars 2020, le nombre total de cas confirmés selon Dr Bikava est de 892, dont 323 femmes et 569 hommes. La région du centre étant la plus affectée avec 752 cas. Présentement, le seul foyer actif, tous les autres étant éteints. L'autre bonne nouvelle, depuis 4 semaines successives, on note une diminution constante. Il y a 3 semaines, nous avions 39 cas cumulés. La semaine qui a suivi, la semaine 23, nous avions 6 cas cumulés. Et la semaine qui nous concerne, nous avons eu 2 cas cumulés. Donc toute la semaine, nous avons eu 2 cas cumulés. Le défi à relever, rendre effectif le dépistage volontaire, renforcer la surveillance, encourager l'engagement communautaire. Le conseil, ne jamais baisser la garde, même si la maladie est en constante régression. Vous l'avez entendu, la région du centre a été la plus durement éprouvée par le Covid-19. Plus de 600 cas confirmés en son sein. Le comité régional des épidémies multiplie les actions de riposte et encore aujourd'hui, malgré la baisse significative du nombre de cas, il poursuit la sensibilisation. Ce matin, une série de rencontres de plaidoyer a été organisée à l'endroit des forces vives de la région, Césaire Carrefour et Amadou Marcel Tou.
Face aux leaders coutumiers et religieux, aux tenanciers de maquis et bars et aux commerçants des marchés et yards, le comité régional des épidémies du centre insiste sur la nécessité de poursuivre l'application du respect des mesures barrières contre le Covid-19, surtout en cette période où certaines mesures de restriction des libertés sont levées. Aujourd'hui, en tout cas, nous constatons en tout cas une réduction très sensible du nombre de cas confirmés et au Burkina Faso et particulièrement dans la région du centre. Et nous pensons qu'il faut maintenir le cap pour éviter le rebond. Et c'est pourquoi nous avons organisé une série de rencontres. Et aujourd'hui, nous lançons justement ces rencontres-là pour les sensibiliser à ce que nous continuons de respecter justement les mesures barrières éditées par le ministère de la Santé. Dans son élan, le comité régional de riposte contre la pandémie sait compter sur les participants afin qu'ils puissent être des relais dans leurs communautés respectives avec le soutien de l'OMS. Il faudrait que les communautés adhèrent aux mesures qui sont proposées afin de pouvoir barrer la route à cette maladie. Donc l'OMS se tient aux côtés du ministère de la Santé depuis le début de cette épidémie et nous continuons toujours notre accompagnement. C'est dans ce sens que nous sommes aux côtés des acteurs ce jour pour la tenue de ces différentes séances d'échange. Cette série de rencontres de plaidoyer et de sensibilisation va s'étaler sur 12 jours dans le souci de prendre en compte toutes les couches sociales. Et dans cette lutte justement contre le Covid-19, c'est le deuxième apport de l'UNICEF qui est enregistré. Il s'agit de matériel de protection du personnel soignant, 69 000 combinaisons à usage unique et 1000 lunettes, le tout estimé à plus de 260 millions de nos francs. La remise symbolique avec Moussa Ouedraogo et Maïmouna Traoré. Au centre hospitalier universitaire de Tengandogo ce matin, pour la deuxième fois depuis l'apparition de la maladie à coronavirus au Burkina Faso, l'UNICEF apporte du matériel de protection au personnel soignant. Le don, remis ici symboliquement, est composé de 69 925 combinaisons de protection individuelle à usage unique et de 1000 lunettes de protection d'une valeur de plus de 260 millions de francs CFA. En plus du don en matériel, nous sommes venus avec deux messages. Le premier message, c'est un message de reconnaissance, un message d'appréciation et d'encouragement au ministère de la Santé, au personnel médical, au personnel de santé, au personnel soignant, pour tous leurs efforts dans la lutte contre cette pandémie Covid-19. Le deuxième message, c'est un message de soutien et d'espoir aux personnes qui sont infectées, qui sont malades, qui sont hospitalisées dans cet hôpital, pour leur dire que nous sommes à leur côté. On ne va pas seulement se focaliser dans les sites de référence, mais partout sur l'ensemble du territoire national, nous devions arriver à faire en sorte que où on aurait à dépister des cas ou à diagnostiquer des cas de la Covid-19, que le personnel puisse avoir le nécessaire pour prendre en charge de façon sécurisée les patients sur l'ensemble du territoire national. L'UNICEF renouvelle son engagement à continuer ses efforts aux côtés des autorités sanitaires pour lutter contre la maladie à coronavirus au Burkina Faso. Le personnel soignant de la commune de Tiefora dans les Cascades n'est pas content et l'a fait savoir par la fermeture du CSPS depuis quelques mois. La décision serait consécutive à des menaces reçues par ces derniers de la part d'individus non identifiés. En réplique à cette fermeture et lasse d'attendre, la population a manifesté sa colère ce matin en bloquant l'accès à la route principale. Une manifestation qui a pour but de réclamer la réouverture, comme nous le précisent Lamine Karantao et Karim Assissé. Les traces de la colère des populations sont encore visibles par endroits à Tiefora dans cet après-midi de vendredi 12 juin. Plus tôt dans la journée, elles avaient levé des barricades et barré la principale route qui traverse la commune, l'axe Banfora-Tiefora-Gawa. Les manifestants réclament des autorités la réouverture de leur centre de santé et de promotion sociale. Un CSPS fermé depuis 4 mois du fait de l'insécurité. Nous avons marché pour exiger quand même, bon pas exiger, souhaiter à ce qu'on puisse faire la réouverture de notre CSPS. Sinon, avec les cas des malades et autres là,
c'est pas facile. Transporter un malade jusqu'à une distance, il y a des femmes qui accouchent en cours de route. Vraiment, c'est pas du tout important. Situation obligeant, les autorités locales se sont constituées en comité de crise composé du maire, des conseillers municipaux et dirigé par le préfet. Une rencontre de médiation est aussitôt initiée entre le comité et les manifestants. Des échanges directs qui ont permis d'aboutir à un terrain d'entente. Comme il a été dit que c'est un problème de sécurité, si des mesures ne sont pas prises de façon sécuritaire aussi, c'est-à-dire les agents de santé qui vont venir travailler aussi seront exposés à l'insécurité. Ils ont dit qu'ils n'aiment pas ces informations. Je voudrais souhaiter que le maire, après la fermeture du CSPS, puisse s'adresser à sa population pour dire voilà, le CSPS est fermé pour telle ou telle raison. C'est vrai, mais est-ce qu'on peut rester dans quand le problème de tourisme va finir, on va ouvrir notre CSPS. Nous avons besoin en tout cas d'avoir notre centre de santé ici pour qu'on puisse nous soigner. Que les choses soient conduites calmement, que nous allions à l'apaisement pour permettre aux autorités d'étudier notre problème et nous apporter une solution meilleure. Les manifestants entendent formaliser leurs doléances et les adresser aux autorités régionales dans un bref délai. Ils espèrent que des mesures fortes vont être prises dans un délai tout aussi bref pour mieux sécuriser la localité. Faire des technologies de l'information des moyens de communication efficaces et des opportunités de renforcement du partenariat personnel de police et usagers des frontières. Une volonté qui conduit à l'identification des outils nécessaires à l'atteinte de l'objectif. Pour ce faire, la Direction générale de la police nationale a organisé un atelier ce 11 juin. Grâce à l'accompagnement de l'OIM, il a permis de réunir les spécialistes des frontières, la police de proximité, les acteurs des transports et les médias. Détails avec Issa Kafando, Urbain Benito Somé et Sébastien Zongo. Ce sont des échanges sans langue de bois, comme l'a demandé le directeur général de la police nationale. Représentants des transporteurs et ceux de la police nationale se regardent et se disent ce qui va et ce qu'il faut améliorer de part et d'autre. Vu les échanges que nous avons eus avec nos partenaires de la police, vraiment nous sommes sur le très bien, on est très contents puisqu'il doit falloir qu'on ait aussi des occasions pareilles pour échanger. Les échanges sont enrichis par des communications, l'une sur les prestations des services de police aux frontières et l'autre sur les enjeux et les défis de la collaboration entre les populations et les services de police aux frontières. Les travaux de groupe avec la participation d'acteurs de la presse permettent de concevoir 5 maquettes de sensibilisation. Les 3 premiers, les maquettes, c'est pour permettre aux usagers des frontières de savoir quelle est la réglementation pour pouvoir traverser les frontières. Et les 2 autres maquettes seront consacrées au bon comportement que les policiers doivent adopter vis-à-vis des usagers au niveau des frontières et aussi vis-à-vis des populations au niveau des localités frontalières. Dans un contexte sécuritaire de plus en plus difficile, la police nationale veut passer par la communication pour améliorer la qualité de ses services et la collaboration avec les populations, notamment les usagers des frontières terrestres, aériennes et ferroviaires du pays. Des choses qui, si elles sont conjuguées, elles sont vraiment harmonisées, nous ne pouvons qu'aller vers des résultats satisfaisants. Conséquence en tout cas d'une très bonne collaboration. La rencontre se tient grâce au partenariat avec l'Organisation internationale pour les migrations dans le cadre du projet Engager les communautés frontalières dans la sécurité et la gestion des frontières. Acteurs de police également, ils ont pour mission la sécurisation des enfants couches vulnérables, réunis ce matin à la faveur de la commémoration conjointe de la 30e édition de la Journée de l'enfant africain et le 30e anniversaire de la Charte africaine des droits de l'enfant. Ils ont réfléchi sur les bonnes pratiques en matière de justice pour mineurs et mesures alternatives à l'emprisonnement. Détails avec Paul David Bambara et Amadou Marcelto. 30e journée de l'enfant africain et 30e anniversaire de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant.
Les acteurs de la protection de l'enfant échangent ici pour plus de visibilité et d'équité en matière de justice pour mineurs. Ce sera l'occasion, à travers les communications qui seront distillées par des experts, de porter, de vulgariser, de sensibiliser les acteurs de la lutte sur ces mesures alternatives à l'emprisonnement et faire des recommandations fortes à même de permettre une meilleure protection de l'enfant dans notre pays. Ces communications seront orientées sur l'accès des enfants à une justice adaptée dans un contexte de crise humanitaire, mais aussi sur les mesures alternatives à l'emprisonnement. Nous avons par exemple le travail d'intérêt général qui n'est pas une mesure propre à l'enfant, mais qui, au regard de la vulnérabilité de l'enfant, peut être appliquée à l'enfant. Il y a aussi le placement institutionnel. Les enfants en conflit avec la loi peuvent, au lieu d'être punis à des peines privatives de liberté, peuvent être placés dans des centres. Il y a aussi une autre mesure qui est le placement, la remise de l'enfant à ses parents. Donc il y a une batterie de mesures qui sont là, mais qui ne sont même pas connues du grand public, qui ne sont pas connues des parents et souvent même de certains acteurs de la lutte pour l'effectivité des droits des enfants. À ce jour, plus de 400 enfants ont eu recours au domaine de la justice pour mineurs au Burkina. Et cette 30e édition de la Journée de l'enfant africain se veut une journée pour le ministère en charge de l'action sociale d'attirer l'attention des parents sur leurs responsabilités. C'est aussi une aide qui est apportée, cette fois-ci de la FAO, à l'endroit des populations vulnérables de la région du Sahel. Il s'agit là de 1000 hectares de bas-fonds rizicoles aménagés au profit de 4 villages de la province du Sénou. Une aide qui tombe à pic en ce début de saison d'hivernage. Fétomba, l'un des villages bénéficiaires dans la commune de Dori, a reçu la visite des responsables de la FAO qui ont également mis à la disposition des exploitants de la semence améliorée. Le compte-rendu est signé Albert Nébier et Lazare Assanou. Ce bas-fond aménagé va profiter à 400 ménages du village de Fétombanga dans la commune de Dori. 20 hectares emblavés comme réponse d'urgence et d'appui à l'amélioration de la résilience des populations vulnérables dans les zones à risque au Burkina Faso. Ce projet répond à l'appel du gouvernement burkinabé et suite aux intempéries de 2018 qui a souhaité être accompagné par des partenaires pour répondre à son plan d'urgence. Le rendement moyen attendu est de 3,5 tonnes à l'hectare. Pour y parvenir, les exploitants de ce bas-fond ont bénéficié du cash pour reprendre les aménagements. C'était aménagé, mais les aménagements ne tiennent plus et pour permettre à ces exploitants non seulement d'avoir de quoi un peu de revenus, un peu d'argent. En même temps, ils entretiennent leurs bas-fonds. Ils vont reprendre les aménagements qui étaient là. Ils vont faire des casiers pour pouvoir effectivement reproduire le riz. C'est-à-dire remettre un peu à neuf le bas-fond. La direction régionale en charge de l'agriculture au Sahel promet apporter un appui technique pour accompagner les bénéficiaires dans l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. L'accompagnement de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO s'est matérialisé également par le don d'intrants aux exploitants du bas-fond. C'est une bonne nouvelle pour les producteurs agricoles. C'est décidément la période. Les bénéficiaires des intrants subventionnés peuvent d'ores et déjà entrer en possession de la promesse étatique. La distribution a débuté dans la boucle du Mouhoun et se fait au travers d'un nouveau mécanisme dénommé Agrivoucher. Plus de 54 000 ménages sont bénéficiaires de plus de 1900 tonnes de semences et plus de 4 300 tonnes d'engrais. Ce soir, nous partons à la découverte de ce nouveau système de distribution. C'est dans ce dossier explicatif de Netizoum Bationo, Yves Rwamba et Karim Ouetraogo. Tibiri Sangare est producteur agricole à Bana dans la commune de Dédougou. Il vient de bénéficier des intrants subventionnés par l'État burkinabé, 15 kg de maïs subventionné. Il a été informé par le système électronique Agrivoucher. Il procède ici à l'enlèvement de son dû auprès de cet agro-dealer après avoir payé 1000 francs CFA par Orange Money. Comme lui, ils sont nombreux ces ménages vulnérables
qui bénéficient de cet appui de l'État en intrants et en matériel agricole. J'ai reçu le message et comme je ne connais pas lire, j'ai montré à mon enfant qui dit que je suis bénéficiaire des intrants subventionnés. C'est ce qu'on est venu chercher. Nous les remercions beaucoup. À mon humble avis, je vois que le système est bon. On m'a demandé d'abord à m'inscrire et après l'inscription, le paiement. Avant de prendre au moins les 30 kilos de maïs. Ça m'a coûté 2000 francs. Ces bénéficiaires sont donc issus des ménages vulnérables. Ils ont été identifiés lors du recensement général de la population et de l'habitat 2019 à travers le module agricole. L'association des grossistes et détaillants des intrants agricoles Agrodia est chargée de la distribution des intrants auprès des producteurs ici dans la boucle de Mouhoun. C'est la semence qui est nécessaire d'abord pour la semer. Toutes les semences se sont mises en place, il n'y a pas de doute. Maintenant, les engrais, c'est en cours, c'est en train de déposer aussi. On a des sections par province, 10 personnes par commune. Chaque jour, il y a des appels qui font pour échanger. S'il y a des blocages, ils peuvent les aider à résoudre ce problème. Depuis ce matin, j'ai eu 18 personnes. Normalement, ça devrait être sur la tablette, mais on nous a permis de faire ça manuellement sur les fiches là. Après, nous allons reporter pour faute de connexion. Même si ce nouveau mécanisme présente des avantages, il rencontre des difficultés dans sa mise en œuvre. Et Boucher nous a appelé à Thomas pour nous donner des formations. Moi, j'étais à Thierry Grimabé pour aller donner des informations aux gens. Il y a d'autres qui ne savent pas lire. Ils voient que c'est un message simple, comme des fois les réseaux aussi dans le message. Il y a d'autres qui n'ont pas pu trouver le message. La distribution des semences a débuté dans la plupart des communes de la région de la Boukou du Mouhoun. En ce qui concerne les engrais et le matériel agricole, les producteurs doivent encore patienter selon le directeur régional en charge de l'agriculture de la Boukou du Mouhoun. Page triste de cette édition, c'est dans la matinée de ce 12 juin que la nouvelle s'est répandue. Le colonel Mamadou Djerma dépose les armes à l'âge de 87 ans à Bobo-Dioulasso. 6e grand chancelier des ordres burkinabés, il a passé 19 ans à la tête de l'institution de 1996 à 2015. Grand croix de l'ordre burkinabé, le colonel Djerma a reçu des distinctions de plusieurs pays. Il était depuis 2010 ambassadeur de la paix. Nos pensées vont à sa famille et à ses proches en ces instants douloureux. À ce propos, justement, la Direction générale du protocole d'État informe que l'inhumation aura lieu à Bobo-Dioulasso le vendredi 19 juin prochain. Le programme des obsèques sera communiqué ultérieurement. Et c'est avec cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et on se dit à demain, Dieu voulant. Bonsoir.